pendant mon évaluation annuelle, mon beau-père, le PDG, a déclaré « Nous réduisons ton salaire de moitié. C'est à prendre ou à laisser ». J'ai répondu « Je comprends ». Quand cela prend-il effet? Immédiatement, a-t-il souri d'un air arrogant. J'ai hoché la tête, et j'ai dit « Un timing parfait ». Il n'avait aucune idée que j'avais déjà été recruté par son plus grand rival, et que j'étais sur le point de faire s'effondrer toute son entreprise. Quand votre beau-père vous convoque dans son bureau, et vous dit « Nous réduisons ton salaire de moitié. C'est à prendre ou à laisser, vous savez que vous allez vous faire avoir. » Mais voilà le truc. Attendant cette conversation. Depuis des mois, je m'y étais préparé. Je m'appelle Harold Morrison, j'ai 49 ans, et l'on venait de me faire le plus beau cadeau de ma vie professionnelle. Même si le grand George Whitfield ne le savait pas encore. La salle de réunion de la direction, chez Anderson Automotive, empestait le café. Brûlé et cette odeur de faux cuir, typique des meubles qui s'efforcent désespérément d'avoir l'air coûteux. George était déjà installé dans son fauteuil surdimensionné lorsque je suis entré, feuilletant des papiers comme s'il manipulait des secrets d'État, plutôt que des rapports trimestriels pour un équipementier automobile de taille moyenne de la banlieue de Détroit. Cela faisait 20 ans que je dirigeais les opérations de fabrication pour cette entreprise. J'avais commencé ici à 29 ans, fraîchement diplômé en génie mécanique de Michigan Tech, avec suffisamment de prêts étudiants pour m'acheter une bonne voiture d'occasion. 20 ans de semaine de 60 heures, de dîner de famille manquée, et d'appels le week-end pour des arrêts de chaîne de production. 20 ans à regarder mes innovations en matière de fabrication fluide, lean manufacturing, faire économiser des millions à Anderson Automotive, pendant que George s'en attribuait le mérite lors des conférences du secteur. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Anderson Automotive appartenait à mon beau-père. Depuis 1985, époque où il avait épousé la fille de l'ancien propriétaire. Héritant ainsi d'un atelier de taille respectable qui fabriquait des composants de freins pour Ford. Lors de mon mariage avec sa fille, Patty, en 2003, George s'était développé dans la sous-traitance d'assemblage automobile complet. Il avait alors besoin de quelqu'un qui comprenait vraiment les processus de fabrication moderne, au lieu de la mentalité à l'ancienne du type « si ce n'est pas cassé, ne le répare pas », qu'il avait porté tout au long des années 1990. Cette personne, ce fut moi. Jeune diplômé en ingénierie, j'arrivais avec des idées sur la production fluide, la livraison juste à accent grave temps, et le contrôle qualité statistique. Tout cela ressemblait à du charabia pour George, mais faisait parfaitement sens pour les responsables des achats de Ford, lesquels exigeaient un taux de livraison sans défaut de 99,2%. Harold, a dit George, levant enfin les yeux avec cette expression neutre et froide qu'il réservait lorsqu'il s'agissait de décevoir le personnel. Sa voix possédait ce ton particulier, que les hommes riches maîtrisent à la perfection lorsqu'ils s'apprêtent à gâcher la journée de quelqu'un, sans pour autant perdre une minute de sommeil. Allons droit au but. Nous réduisons ton salaire de moitié. C'est à prendre ou à laisser. J'ai gardé un visage impassible, un talent que l'on développe après 2 décennies à gérer des intrigues familiales déguisées en réunion du conseil d'administration. Intérieurement, pourtant, je calculais les temps de cycle. 20 ans de mariage. Avec sa fille, 20 ans avec des taux d'efficacité de 94%, alors que nos concurrents peinaient à dépasser les 80%. 20 ans à lui sauver la mise chaque fois que Ford menaçait de rompre les contrats, en raison de retard de livraison ou de problèmes de qualité. Je comprends, ai-je répondu, la voix aussi stable qu'une clé dynamométrique correctement étalonnée. Quand cela prend-il effet? Son sourire narquois s'est étalé sur son visage, comme une fuite hydraulique tachant le sol de l'atelier. George pensait qu'il avait enfin remis l'étudiant à sa place. L'homme rayonnait pratiquement de satisfaction, planifiant probablement déjà la façon dont il raconterait cette histoire au country club de Dearborn. Le pauvre Harold ne pouvait pas
Supporter la pression, dirait-il. J'ai dû prendre des décisions financières difficiles. Immédiatement. A-t-il poursuivi, savourant visiblement chaque mot comme un grand bourbon qu'il n'aurait pas pu s'offrir avant de faire un mariage d'argent. J'ai hoché la tête. Une fois, d'un mouvement lent et délibéré. Un timing parfait. Ces mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, comme des gaz d'échappement dans un garage mal ventilé. L'expression de Georges a vacillé pendant une fraction de seconde, pas assez longtemps pour que la plupart des gens le remarquent, mais je lisais des manomètres et des spécifications de tolérance depuis 20 ans. On apprend à repérer les petites variations qui annoncent des problèmes plus importants à venir. Voyez-vous, George Whitfield avait peut-être hérité d'une entreprise rentable, et l'avait développée grâce à des offres agressives et des relations familiales, mais il avait commis une erreur cruciale au cours des 6 derniers mois. Il avait sous-estimé le gars qui maintenait réellement ses lignes de production à 94% d'efficacité, pendant que ses concurrents se battaient avec des équipements obsolètes et des pratiques de gestion remontant aux années 1980. Ce qu'il y a de formidable dans l'industrie automobile, c'est que tout repose sur les relations et la réputation. Lorsque Danny Williams, de Hug Industrial Solutions, a eu besoin de quelqu'un pour résoudre un problème de taux de défaut qui leur coûtait leur contrat avec GM, il n'a pas appelé le siège d'Anderson Automotive. Il m'a appelé directement, moi, parce qu'il savait que j'étais celui qui avait réellement résolu des problèmes similaires pour 3 autres fournisseurs au cours des 2 dernières années. Lorsque notre plus gros contrat avec Ford était en jeu, en raison de retard de livraison que le fils de George, Timothy, ne pouvait pas gérer malgré son MBA de Michigan State, c'est moi qui ai repensé notre flux de production pour répondre à leurs exigences de temps de cycle. J'ai réduit le temps de réglage de 45 minutes à 12 minutes, en utilisant les principes du changement rapide d'outillage, SMED, des principes dont Timothy n'avait jamais entendu parler, et que George ne savait même pas prononcer. George signait peut-être les contrats et s'attribuait le mérite des améliorations opérationnelles lors des dîners de l'industrie, mais les ingénieurs et les directeurs d'usine savaient qui faisait réellement fonctionner les chiffres. Ils savaient qui se présentait à 5 heures du matin, lorsqu'une machine critique tombait en panne un samedi matin. Ils savaient qui restait jusqu'à minuit pour recalibrer les systèmes de contrôle qualité, afin de répondre aux nouvelles spécifications automobiles, lesquelles changeaient plus vite que la météo de Détroit. Au cours des 6 dernières semaines, j'avais discrètement documenté chaque amélioration de processus, chaque relation fournisseur, et chaque contact client, qui portait l'empreinte de Harold Morrison, plutôt que l'héritage de la famille Whitfield. Il s'est avéré que, après 20 ans à faire réellement le travail, pendant que d'autres s'en attribuaient le mérite, cette liste était plus longue que ce à quoi je m'attendais. L'appel téléphonique de Jennifer Walsh était arrivé exactement au bon moment. Comme un cycle d'injection parfaitement temporisé dans une opération de moulage de haute précision. Walsh Manufacturing observait les opérations d'Anderson Automotive depuis des mois, et ils avaient remarqué quelque chose que George avait apparemment manqué, la plupart de nos innovations, de nos améliorations et de nos relations clients remontaient à une seule personne, qui ne s'appelait pas Whitfield. Ici Jennifer Walsh, de Walsh Manufacturing, avait-elle dit ce mardi après-midi-là, il y a 6 semaines, lorsque j'avais répondu au téléphone. Avez-vous quelques minutes pour parler de votre avenir? Mon avenir? Pas l'avenir de l'entreprise, ni celui de la famille Whitfield. Mon avenir. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un chez Anderson Automotive s'était soucié des objectifs professionnels de Harold Morrison, au lieu de supposer que je serais reconnaissant pour n'importe quelle miette tombant de la table de George. J'ai du temps, avais-je répondu, soudainement plus intéressé par cette conversation que par les rapports d'écart de production que j'étais en train d'examiner. Jennifer Walsh avait dans l'industrie une réputation qui rendait nervelé. Responsable des achats aguerris, et faisait perdre le sommeil aux concurrents. Elle avait transformé Walsh Manufacturing,
à l'origine une petite entreprise californienne, en un acteur majeur, en faisant exactement ce que George refusait de faire, investir dans des équipements modernes, traiter les fournisseurs comme des partenaires plutôt que comme des vendeurs, et embaucher des gens sur la base de leurs compétences plutôt que de leurs liens familiaux. Nous observons votre travail chez Anderson depuis un certain temps. Avait-elle poursuivi, sa voix véhiculant cette assurance de la côte ouest qui découle du fait de bâtir quelque chose de réel, au lieu d'en hériter. Vos mises en œuvre de la fabrication fluide sont exactement ce dont nous avons besoin pour notre expansion dans le Midwest. Plus important encore, votre réputation auprès de la direction de l'UAW, Union des travailleurs de l'automobile, pourrait être inestimable. Les relations avec l'UAW étaient quelque chose que George n'avait jamais pleinement apprécié. Bill Hughes, le représentant local, traitait avec la direction d'Anderson depuis 8 ans, et il avait appris à contourner l'attitude à l'ancienne de George à l'égard des relations syndicales. Mais Bill et moi avions développé un respect mutuel fondé sur quelque de révolutionnaire, écoutez véritablement ce que les ouvriers de l'atelier disaient concernant les problèmes de sécurité et les améliorations de processus. Lorsque j'avais proposé de mettre en œuvre les principes d'organisation du travail 5S, il y a 2 ans, Bill avait été celui qui m'avait aidé à les vendre aux gars de l'atelier, lesquels se montraient sceptiques face à tout ce qui ressemblait à de la absurdité de consultants en gestion. Nous avions commencé par un poste d'assemblage comme programme pilote, et en l'espace de 3 mois, nous avions réduit le temps de réglage de 35%, tout en divisant par 2 les accidents du travail. George s'était attribué le mérite des chiffres d'amélioration de la sécurité dans son rapport annuel au conseil d'administration, mais il ne s'était jamais donné la peine d'apprendre ce que signifiait réellement le 5S, ni pourquoi cela fonctionnait. Pour lui, ce n'était qu'un acronyme de plus que Harold avait mis en place pour faire plaisir à la compagnie d'assurance. L'offre est simple, avait expliqué Jennifer lors de ce premier appel. Vice-président de l'innovation industrielle, pleine autorité sur la conception des systèmes de production, une augmentation de salaire de 40% par rapport à votre rémunération actuelle, et une participation au capital qui pourrait vous assurer une retraite anticipée si notre expansion atteint les prévisions. Une augmentation de 40% par rapport à mon salaire actuel aurait déjà été suffisamment impressionnante. Mais les parts de capital montraient clairement que Walsh Manufacturing n'embauchait pas simplement un employé de plus. Il cherchait un partenaire capable de les aider à révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement automobile dans tout le Midwest. Plus important encore, Jennifer comprenait une chose que George n'avait jamais saisie en 35 ans de propriété d'entreprise. Dans la fabrication automobile, les relations comptent plus que l'entête de l'entreprise, et la confiance importe plus que les liens familiaux. Les fournisseurs qui faisaient tourner Anderson Automotive, des entreprises comme Parker Precision Machining et Torres Compound System, traitaient directement avec moi depuis des années, parce que j'étais le seul à comprendre réellement leurs capacités et leurs limites. Lorsque Rebecca Torres a dû rééquiper son usine pour répondre aux nouvelles spécifications de Ford, elle m'a appelé chez moi un dimanche matin, car elle savait que j'aurais des suggestions pratiques, plutôt que de la bureaucratie d'entreprise. Lorsque Tommy Rodriguez, chez Midwest Distribution, a eu des problèmes de contrôle qualité avec son processus de traitement thermique, nous avons travaillé ensemble pendant 3 week-ends d'affilée. Jusqu'à ce que nous découvrions que la température de son four dérivait de 15 degrés pendant les longs cycles de production. George n'a jamais été au courant de ces sessions de résolution de problèmes, car il était trop occupé à jouer au golf avec des investisseurs potentiels pour remarquer les détails qui empêchaient les contrats majeurs de partir chez les concurrents. Les relations avec les clients étaient encore plus révélatrices. Sarah Kim, chez Parker Automotive System, était frustrée depuis des mois par les retards de livraison que le fils de George, Charlie, promettait continuellement de régler sans jamais s'en occuper. Charlie avait un diplôme en finance et pouvait analyser des structures de coûts
toute la journée, mais il n'avait jamais passé de temps dans un atelier de production pour comprendre pourquoi les changements de configuration prenaient 45 minutes. Au lieu des 20 minutes requises par les normes du secteur. Lors de notre dernière réunion de bilan trimestriel, Sarah avait rendu sa position limpide. Harold, tu es la seule raison pour laquelle nous sommes restés chez Anderson aussi longtemps. Tes améliorations de processus nous ont fait économiser 200 000 $. L'année dernière, rien qu'en réduisant les coûts de stockage. Si tu travaillais ailleurs, dans un endroit qui te donnerait réellement l'autorité de mettre en œuvre tes idées au lieu de simplement les suggérer, nous envisagerions sérieusement de te suivre. Me suivre, moi, pas suivre Anderson Automotive ni la réputation de la famille Whitfield. Suivre le parcours de Harold Morrison, un homme qui résolvait concrètement les problèmes au lieu de simplement parler de solutions. Le plus difficile dans l'offre de Jennifer n'était pas l'opportunité professionnelle en elle-même. C'était de la garder secrète à la maison. Patty avait commencé à remarquer mes rentrées tardives et mes appels téléphoniques, mais sa curiosité était aussi superficielle qu'une inspection rapide de cabine de peinture. Lorsque me demandait où j'étais passé, je lui disais la vérité, pour les affaires de l'entreprise. Elle supposait simplement que je parlais de l'entreprise de son père. Tu travailles tellement dur ces derniers temps, mon chéri, disait-elle, sans même lever les yeux de l'émission de rénovation de maison qui occupait son attention ce soir-là. Papa doit vraiment te surcharger. Avec les rapports de fin de trimestre. Patty vivait dans un monde où papa savait toujours tout mieux que tout le monde. Et où Harold faisait toujours ce qu'on lui disait. La possibilité que je puisse planifier mon propre avenir professionnel, au lieu d'accepter simplement ce que George décidait pour moi, ne lui avait probablement jamais traversé l'esprit. Mais vivre avec la famille Whitfield pendant 20 ans m'avait appris une chose précieuse, savoir lire entre les lignes. Lorsque les fils de George, Timothy et Charlie, ont commencé à se présenter au dîner de famille informel plus souvent que d'habitude, en posant des questions prudentes sur les plannings de production et les relations clients, j'ai su que quelque chose se préparait. La baisse de salaire n'était pas arrivée nulle part. Elle faisait partie d'un plan plus vaste visant à m'évincer, tout en conservant l'accès aux relations et aux innovations que j'avais bâties au cours de 2 décennies. George s'imaginait que réduire mon salaire m'obligerait soit à démissionner, en abandonnant tout ce que j'avais développé, soit à devenir suffisamment désespéré pour accepter toutes les conditions qu'il me proposerait pour rester. Ce sur quoi George n'avait pas compté, c'est que je documentais tout depuis des mois. Non pas par paranoïa, mais par habitude professionnelle. Quand on est responsable du maintien d'un taux d'efficacité de 94% sur 6 lignes de production, on apprend à suivre les variables qui affectent le rendement. Et dans ce cas précis, la plus grande variable affectant les performances d'Anderson Automotive, c'était les intrigues familiales qui interféraient avec les décisions opérationnelles. Prenez l'incident d'il y a 3 mois, lorsque Timothy a convaincu George de changer pour un fournisseur moins cher pour nos composants hydrauliques. Les délais de livraison du nouveau fournisseur étaient 30% plus longs, et leurs spécifications de tolérance étaient tellement larges qu'on aurait pu y faire passer un chariot élévateur. J'avais fait les calculs et présenté une analyse détaillée, démontrant que les économies de coûts seraient effacées par l'augmentation du temps de configuration et des taux de défaut plus élevés. George avait écouté ma présentation avec le genre d'attention polie qu'on accorde à un vendeur d'assurance. Puis, il avait suivi la recommandation de Timothy de toute façon. Parce que, le garçon doit apprendre le métier. En l'espace de 6 semaines, nous faisions face à une crise de qualité qui nous a coûté un contrat de 500 000 $ avec Ford, et a failli déclencher un grief de l'UAW en raison d'équipements défectueux causant des risques de sécurité. Devinez à qui l'on a reproché de ne pas avoir anticipé les problèmes de contrôle qualité du fournisseur? Et devinez qui a travaillé 80 heures par semaine pendant le mois suivant pour repenser nos protocoles d'inspection, afin de détecter des défauts qui n'auraient jamais dû être là au départ? Mais j'avais appris quelque chose de précieux grâce à ce désastre.
Georges et C. Phil opéraient sur des hypothèses concernant la fabrication qui étaient dépassées d'au moins 15 ans. Ils pensaient toujours que l'on pouvait résoudre les problèmes de qualité en contrôlant plus sévèrement, au lieu de concevoir de meilleurs processus. Ils croyaient que la loyauté envers les fournisseurs importait plus que les spécifications de performance. Et ils étaient convaincus que les relations familiales pouvaient remplacer l'expertise technique, lorsqu'il s'agissait de gérer des chaînes d'approvisionnement automobile complexes. Bill m'avait pris à part après une réunion sur la sécurité particulièrement houleuse, au cours de laquelle Georges avait balayé les inquiétudes des ouvriers concernant les nouveaux composants hydrauliques. Harold, m'avait-il dit, en s'assurant que nous étions hors de portée de voix de la direction. Tu sais que ces mecs nous mènent tous à l'échec, n'est-ce pas? Les ouvriers de l'atelier te font confiance parce que tu écoutes vraiment, et que tu résous les problèmes. Mais tôt ou tard, Georges va te rejeter la faute pour chaque crise que ses fils vont créer. Bill avait raison. J'avais donc commencé à tenir un registre détaillé de chaque recommandation que j'avais faite et qui avait été rejetée, de chaque problème de sécurité qui avait été reporté, et de chaque amélioration de processus qui avait été mise au placard parce qu'elle ne correspondait pas à la vision de la famille Whitfield. Lorsque l'offre de Jennifer s'est présentée, ces dossiers sont devenus ma police d'assurance. Non pas en vue de poursuites judiciaires, je n'ai jamais été du genre à régler les problèmes par le biais d'avocats, mais pour quelque chose de bien plus précieux, la crédibilité. Chaque relation fournisseur que j'avais établie, chaque amélioration de processus que j'avais conçu, chaque problème client que j'avais résolu, tout cela était documenté avec des horodatages, des historiques de mai, et des résultats mesurables. Après 20 ans passés à voir mon travail attribué à la direction de l'entreprise et mes échecs rejetés sur des défis opérationnels, j'avais enfin la preuve de ce que Harold Morrison avait réellement apporté au succès d'Anderson Automotive. Cette preuve m'a été très utile lors de ma deuxième conversation avec Jennifer Walsh, lorsqu'elle m'a posé la question qui distingue les opportunités d'emploi sérieuses des simples prises d'informations. Si vous rejoignez Walsh Manufacturing, qu'apporteriez-vous avec vous, en plus de votre expérience? J'étais prêt avec des éléments précis, des relations fournisseurs représentant 15 millions de dollars de contrats annuels, des systèmes de contrôle qualité qui avaient réduit les taux de défaut de 60% en 3 ans, et des protocoles de sécurité qui avaient diminué de moitié les accidents du travail tout en augmentant la productivité. J'apportais aussi des relations clients au sein desquelles les responsables des achats me réclamaient personnellement pour la résolution de problèmes techniques. Plus important encore, j'apportais quelque chose qui ne s'achète ni ne s'hérite, la confiance des personnes qui font réellement fonctionner les choses. La direction de l'UAW, qui savait que je me battrais pour des normes de sécurité raisonnables. Des fournisseurs, qui savaient que je travaillerais avec eux pour résoudre les problèmes, au lieu de simplement exiger de meilleurs résultats. Des clients, qui savaient que je leur fournirais des solutions qui fonctionnaient vraiment, plutôt que des promesses séduisantes lors des réunions. Jennifer avait été suffisamment impressionnée pour organiser une rencontre en personne à Détroit, où j'avais pu observer pour la première fois le fonctionnement de Walsh Manufacturing. La différence entre leurs installations et celle d'Anderson Automotive ressemblait à la comparaison entre un garage moderne de Formule 1 et un atelier auto de lycée professionnel des années 1980. Ils disposaient de systèmes de suivi de production en temps réel, lesquels mesuraient des indicateurs d'efficacité que je pouvais seulement rêver d'implanter chez Anderson. Leur contrôle qualité utilisait la maîtrise statistique des procédés avec une collecte de données automatisée, ce qui faisait passer notre méthode basée sur des presse-papiers et des tableurs pour de la gestion de stands de limonade. De plus, leur programme de formation des employés enseignait réellement les principes de la fabrication fluide, au lieu d'attendre simplement d'eux qu'ils les devinent par tâtonnement. Voilà à quoi ressemble la fabrication automobile moderne, m'avait expliqué
Jennifer alors que nous traversions leur zone de production principale. D. Planning de maintenance prédictive basé sur des données de performance réelles. Des équipements, une gestion des stocks qui répond à de vrais signaux de demande. Au lieu de devinettes. Et des systèmes de qualité qui préviennent les défauts. Au lieu de simplement les détecter une fois qu'ils se sont produits. Mais le plus impressionnant n'était pas la technologie, c'était la culture d'entreprise. Chez Walsh Manufacturing, les ouvriers suggéraient réellement des améliorations au lieu de simplement suivre des ordres. Les superviseurs collaboraient avec les ingénieurs au lieu de les traiter comme des fouteurs de troubles, et la direction prenait des décisions basées sur des données plutôt que sur la politique interne. En me tenant dans cette usine, à regarder l'efficacité et l'innovation fonctionner ensemble comme elles étaient censées le faire, j'avais réalisé une chose qui aurait probablement dû m'apparaître évidente des années plus tôt. J'avais gâché mes talents à essayer de moderniser une entreprise qui était fondamentalement déterminée à rester coincée dans le passé. George Whitfield ne se contentait pas de résister au changement, il était activement hostile à toute amélioration qui pourrait l'obliger à admettre que son approche à l'ancienne n'était pas la meilleure façon de diriger une usine moderne. Et ses fils suivaient le même modèle, traitant l'entreprise comme un héritage à préserver, plutôt que comme une opération à optimiser. C'est à ce moment-là que j'avais pris ma décision, non seulement d'accepter l'offre de Jennifer, mais de le faire d'une manière qui enverrait un message clair à chaque fournisseur, client et concurrent de l'industrie automobile du Midwest. La conférence annuelle sur l'excellence industrielle de Chicago avait lieu 2 semaines plus tard. Anderson Automotive en était un sponsor platine, ce qui signifiait que George prononcerait un discours d'ouverture sur les valeurs traditionnelles et les méthodes éprouvées, devant un parterre de professionnels du secteur qui comprenaient pertinemment ce qu'était l'excellence industrielle moderne. Jennifer avait obtenu un créneau d'intervention de dernière minute, après le désistement d'une autre entreprise pour des raisons budgétaires. Walsh Manufacturing annoncerait son expansion dans le Midwest au cours de la 2e journée de la conférence, juste après que George a terminé sa présentation sur le maintien du leadership industriel grâce aux approches traditionnelles. Le choix du moment n'avait rien d'un hasard. Jennifer possédait un sens de la mise en scène dramatique que je commençais vraiment à apprécier. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez discuter? Avais-je demandé à George en me levant de ma chaise, avec un calme qui l'a probablement fait se demander si je n'avais pas bu du bourbon avant notre réunion. George a fait un geste de la main. Dédaigneux, c'est tout, Harold. Je suis sûr que tu comprends la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. La situation dans laquelle se trouvait l'entreprise, n'est-ce pas? L'entreprise qui venait de publier des bénéfices trimestriels records. Grâce au déploiement de la fabrication fluide que j'avais passé 3 ans à perfectionner, était apparemment tellement sous pression financière qu'elle devait réduire mon salaire de moitié. Cela faisait parfaitement sens, à condition de n'y réfléchir absolument pas. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, la main sur la poignée en laiton. George, je veux que vous sachiez que j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi. Sa poitrine s'est gonflée comme un compresseur d'atelier atteignant sa pression maximale. Eh bien, Harold, j'ai toujours essayé de prendre soin de la famille. La famille? J'étais de la famille quand il avait besoin de quelqu'un pour dépanner. Une panne d'équipement catastrophique le soir de Noël. J'étais de la famille. Quand les auditeurs de qualité de Ford arrivaient sans prévenir, et trouvaient des défauts qui auraient pu fermer toute notre usine. Mais lorsqu'il s'agissait d'obtenir de la reconnaissance, du respect, ou une simple considération professionnelle, j'étais soudainement juste le mec qui avait épousé sa fille, et qui devait se montrer reconnaissant pour toutes les occasions qui se présentaient à lui. Absolument, ai-je approuvé. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. George a hoché la tête d'un air sage, manquant totalement le double sens. Pour un gars qui
Avait passé 35 ans dans les affaires, il possédait un talent remarquable pour ne pas saisir l'atmosphère de la pièce. En sortant de son bureau, j'ai sorti mon téléphone et ai fait défiler mes contacts jusqu'à Jennifer Walsh. J'avais évité cette décision pendant 6 semaines, jouant l'employé loyal tout en documentant chaque raison montrant que cette loyauté était à sens unique. Jennifer, ai-je tapé. Votre offre est-elle toujours sur la table? Je suis prêt à discuter des détails. Sa réponse est arrivée en moins de 30 secondes. Toujours. Bienvenue dans l'équipe. Annonce lors de la conférence de Chicago. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la porte du bureau de George. M'imaginant l'homme à l'intérieur, planifiant déjà la façon dont il expliquerait la réduction de salaire au conseil d'administration. Des décisions difficiles concernant la structure de rémunération, dirait-il. Probablement, pour réduire les frais généraux opérationnels et maintenir notre positionnement concurrentiel. Un timing parfait, ai-je répondu par message, rendons cela mémorable. La conférence sur l'excellence industrielle s'est tenue exactement 2 semaines plus tard. George a passé la matinée à se pavaner dans le palais des congrès de Chicago, comme s'il avait personnellement inventé la chaîne de montage, serrant des mains de vétérans de l'industrie, et s'attribuant le mérite d'améliorations opérationnelles qu'il ne savait même pas orthographier correctement. Et encore moins mettre en œuvre. J'étais assis dans le public pendant son discours d'ouverture, le regardant débiter son discours habituel sur les valeurs traditionnelles et les processus éprouvés, devant une salle remplie de professionnels de la fabrication qui comprenaient ce qu'était l'excellence opérationnelle au XXIe siècle. Nous ne courons pas après toutes les nouvelles tendances, déclarait George, en faisant défiler des diapositives qui montraient la croissance régulière d'Anderson Automotive au cours de la dernière décennie. Nous nous concentrons sur des méthodes éprouvées, des partenariats fiables, et le genre de leadership de terrain qui ne peut pas être remplacé par des rapports de consultants ou des théories d'écoles de commerce. Des méthodes éprouvées. Des partenariats fiables, un leadership de terrain. Il s'attribuait fondamentalement le mérite de tout ce que je faisais depuis 20 ans, tout en faisant passer l'innovation pour une sorte d'expérimentation dangereuse qui menaçait l'ordre naturel de la fabrication. Le public se montrait poliment attentif, lui accordant le genre d'applaudissements timides que les participants aux conférences perfectionnent. Après des années passées à écouter des présentations oscillant entre moyennement utiles et franchement assommantes. Puis, le modérateur de la conférence a présenté Jennifer Walsh. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, a commencé Jennifer, sa voix portant facilement à travers le système sonore du centre de convention. Je veux vous parler de quelque chose qui me préoccupe ces derniers temps, la différence entre maintenir les normes d'hier et mener véritablement les innovations de demain. Elle prenait tout ce que George venait de dire sur les valeurs traditionnelles, pour le transformer en un argument montrant pourquoi ces choses constituaient en réalité des freins dans un marché en mutation rapide. C'était brillant. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer l'expansion de Walsh Manufacturing dans le corridor automobile de Détroit, a-t-elle poursuivi, en apportant des innovations éprouvées et un nouveau leadership à un marché prêt à accueillir des entreprises désireuses d'embrasser l'avenir. Plutôt que de s'en cacher. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer lorsque les yeux de Jennifer ont croisé les miens dans la salle. Une expansion réussie exige la bonne équipe de direction, a-t-elle déclaré. En passant à la diapositive suivante. Des personnes qui comprennent à la fois l'excellence industrielle traditionnelle et l'innovation opérationnelle moderne. C'est pourquoi je suis ravi de vous présenter notre nouveau vice-président de l'innovation industrielle. La salle est devenue totalement silencieuse lorsqu'elle a fait un geste dans ma direction. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Harold Morrison au sein de l'équipe de Walsh Manufacturing. Je me suis levé et remonté l'allée en direction de la scène, avec le sentiment de me diriger vers ma propre résurrection professionnelle. 500 professionnels du secteur, y compris tous les
Acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement automobile du Midwest, me regardait serrer la main de la PDG qui venait de déclarer la guerre à tous ceux que représentait mon beau-père. Derrière moi, j'ai pu entendre le souffle court et étouffé de George, ce genre de bruit qu'un homme fait lorsqu'il réalise que sa maison est en feu, et que les pompiers sont occupés à laver leur camion. Harold apporte 20 ans d'excellence industrielle éprouvée et de relations établies dans le secteur A. Notre expansion à Détroit, a annoncé Jennifer à la foule. Ces innovations ont constamment produit des résultats mesurables, et nous sommes convaincus que son leadership rendra nos opérations dans le Midwest rentables dès le premier jour. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'atelier de production des nouvelles installations de Walsh Manufacturing à Détroit. Je regardais des lignes d'assemblage, fonctionnant à 97% d'efficacité, déplacer des composants automobiles avec une précision qui faisait passer l'usine de George pour un cours de technologie de collège. Les chiffres racontaient l'histoire bien mieux que ne le ferait n'importe quel communiqué de presse d'entreprise. Walsh Manufacturing avait récupéré 65% des comptes majeurs d'Anderson Automotive en l'espace de 4 mois. Les principaux fournisseurs m'avaient suivi vers une entreprise qui les traitait comme des partenaires, plutôt que comme de simples vendeurs. Même Bilug avait aidé à faciliter une transition en douceur pour les travailleurs de l'UAW, lesquels avaient rejoint nos usines lorsque les contrats d'Anderson avaient commencé à se tarir. George a essayé de m'appeler une seule fois, environ 3 mois après la conférence. Son message vocal était un chef-d'œuvre de désespoir d'entreprise déguisé en réconciliation familiale. Harold, je pense qu'il y a eu des malentendus concernant ton rôle et ta rémunération. Nous pourrions peut-être discuter de la manière d'avancer d'une façon qui profite à toutes les personnes impliquées. Des malentendus sur mon rôle. J'ai effacé le message sans rappeler. Ces jours-ci, les publications du secteur m'appellent « l'ingénieur qui a modernisé l'industrie manufacturière de Détroit », ce qui me donne probablement plus de mérite que je n'en mérite, mais reste très impressionnant sur une carte de visite. La vérité est plus simple, j'ai juste arrêté d'accepter une situation qui gâchait mes compétences, et j'ai commencé à travailler pour des gens qui reconnaissaient ce que j'apportais. En me tenant dans cet atelier de production, à regarder l'innovation et l'efficacité fonctionner ensemble comme elles avaient été conçues pour le faire. J'ai réalisé une chose qui aurait probablement dû être évidente il y a des années. Parfois, le plus grand risque ne consiste pas à tenter sa chance avec quelque chose de nouveau. Parfois, le plus grand risque est de rester loyal envers des gens qui n'ont jamais mérité cette loyauté. Votre valeur n'est pas déterminée par la personne qui accepte de vous payer. Elle est prouvée par ceux qui sont prêts à vous suivre lorsque vous vous éloignez de ceux qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. La loyauté la plus dangereuse est celle que vous accordez à des gens qui confondent votre dévouement avec du désespoir, car ils continueront à réduire votre valeur. Jusqu'à ce que vous réalisiez enfin que vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez juste au mauvais endroit.